Mais moi, la première leçon que j'en ai tirée, j'ai dit, mais ce monsieur doit repartir au PCT. Parce qu'il n'est jamais aussi à l'aise que lorsqu'il est avec ses anciens camarades du PCT. Donc, c'est un personnage hybride qui a pris la tête de l'UPADS. Moi, je n'ai pas peur Oui, de mais on dire pourrait que, parler, entre guillemets, d'un agent du et PCT ça, à l'UPADS. et ça, regardez à chaque fois que Pascal Satimabia là, je vous dis, monsieur Perrin, allez sur Internet, récupérez toutes les images. Mais sincèrement, je suis sincère là-dessus. Récupérez toutes les images, mettez d'un côté les images de Tsatima Biala avec les membres du PCT, avec Sassou, et récupérer, ou juste quand il parle de Sassou Nguesso, et récupérer les images de Tsatima Biala quand il parle de Pascal Lissouba. Vous verrez que il est très dur avec Pascal Lissouba. Il a souvent parlé de Pascal Lissouba dans des termes très négatifs et il a souvent été très encensé pour Sassou Nguesso en parlant de Sassou Nguesso dans des termes très élogieux. Mais Denis Sassou Nguesso, il est narcissique plus que Narcisse lui-même, cet héros de la mythologie grecque. C'est que de 97 à 2002, pendant 5 ans, Denis Sassou Nguesso a dirigé le Congo, il signait les contrats pétroliers, il vendait les matières premières sans se référer à aucun texte fondamental. Sans contrôle, voilà. Sans Personne. contrôle, sans texte fondamental, pendant tout un mandat ou plus qu'un mandat, si on est en Israël ou aux États-Unis. Et quand on lui posait la question, vous-même vous en parlez souvent, il disait quoi? Ah oui, mais après la guerre, j'étais trop fatigué, donc je ne pouvais pas prendre le temps de rédiger tout ça. Ah bon? Mais il a le temps de vendre du pétrole. Mais ça suppose que demain, nos enfants, nos petits-enfants qui arrivent au pouvoir n'auront pas à poursuivre que Denis Sassou Nguesso. Mais ils peuvent poursuivre tous ceux qui ont signé des contrats avec Sassou Nguesso entre 97 et 2002. C'est-à-dire au nom de quel texte fondamental Denis Sassou Nguesso a présidé le Congo. Un seul texte. Son narcissisme et sa volonté psychologique de dominer les Congolais. Point. Le conflit entre le groupe de Diawara et le groupe de Sassou, c'était ça. Là où les autres, c'était la famille, Diawara demandait que les cadres de l'État, s'il faut que ce soit sur le mérite. Et le Congrès pour la renaissance du Congo, comme dit le Christ, naître de nouveau, eh ben, cette renaissance se fera avec des cadres compétents. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Voilà, Et celui qui ne voilà sait pas, ce qui chacun fait aura sa que, part en fonction de ses compétences. Et bien la entendu. révolution du fleuve, c'est dans ce sens-là que nous la menons. Bonjour Didier Mouni-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC. Merci d'être avec nous sur R7 pour ce numéro de Droit de Savoir. Merci, Monsieur Christian Perrin. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce moment de réflexion sur notre pays et sur le monde avec vous et avec vos téléspectateurs. En tout cas, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, Didier Mouni-Volo. Denis Sassou Nguesso a reporté 2 fois de suite sa visite officielle à Paris alors qu'il y était attendu respectivement fin mars dernier et début de ce mois d'avril 2025. Raison évoquée décès de sa nièce, notamment la fille de son grand frère, Ambende. Dans le même temps, il était en campagne électorale pour la présidentielle 2026 à l'intérieur du pays, accompagné de Pascal Tati Mabiala, supposé être le chef de file de l'opposition. Nous évoquerons ensuite la création des nouveaux départements et la nomination des nouveaux préfets dans un contexte de crise financière sans égale où les retraités congolais ne sont toujours pas payés, pas de bourse pour les étudiants, des fonctionnaires de l'État qui accusent plusieurs dizaines de mois d'arriérés de salaire, la mairie d'un caillis par exemple, vous le savez certainement, menace d'aller en grève, les agents réclament 68 mois, je dis bien et je répète, 68 mois d'arriérés, soit
6 ans de salaire impayé. Voilà pour l'essentiel de cette interview, mesdames, messieurs. Bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Didier Mouni Volo, Denis Sassou Nguesso pourrait s'envoler demain 6 avril pour Dubaï, un déplacement qu'il conduira jusqu'à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, où il pourrait assister à un forum d'investisseurs selon Africa Intelligence dans sa parution du 2 avril 2025, alors que pour la même période, il a reporté, je l'ai dit d'entrée de jeu, pour la deuxième fois sa visite officielle à Paris pour des raisons familiales, le décès de sa nièce, donc la fille de son grand frère Mbende. Quelle analyse vous inspire ce report de la visite officielle d'un chef d'État pour les raisons familiales? Alors, déjà, j'ai appris par les réseaux sociaux et puis on voit bien toutes les analyses que les Congolaises et les Congolais peuvent faire. Euh, Toute la population congolaise est unanime. Les gens ont été scandalisés d'entendre ça. Alors, et c'est vrai que dans la culture bantoue, dans la culture négro-africaine, dans nos cultures à nous, les morts sont sacrés, les morts sont respectés. Et donc, on ne fait pas d'analyse autour des morts, peu importe le, la personne décédée. Mais attention, dans le même temps, nous sommes dans un contexte congolais, en tout cas d'une république qui est en crise, crise économique, crise sociale, crise financière, la crise des emplois. Vous avez rappelé 68 mois d'arriérés de salaire pour les agents de la mairie de Nkayi, mais aussi plus globalement, les arriérés de salaire partout au Congo. Et donc, dans la situation du Congo aujourd'hui, et puis j'ai envie de vous dire dans tous les pays du monde, le décès du Niès ne peut en aucun cas empêcher le président de continuer à assumer ses fonctions présidentielles parce que la particularité du président de la République, d'un ministre, d'un préfet, en tout cas les personnalités publiques, ce sont des gens qui se sont engagés parce que, rappeler le cardinal de Mazarin, c'est un sacerdoce, c'est-à-dire c'est une mission, on est en mission, c'est un sacerdoce. Et donc quand on prend des fonctions publiques, évidemment, on fait passer l'intérêt national avant l'intérêt familial, c'est-à-dire que la nation, la République est au-dessus des intérêts de la famille. Alors, on pourrait comprendre si c'était un enfant biologique direct, pourquoi pas, et même les partenaires du Congo qu'il devait rencontrer pourraient comprendre, mais dans le cas d'une nièce, en fait, Denis Sassou Nguesso vient de démontrer une fois de plus qu'il fait passer les intérêts de sa famille avant les intérêts de la République. Et donc, cette mission, c'est une mission officielle. On ne peut en aucun cas, en politique, annuler une mission officielle au nom de la République pour aller assister aux obsèques d'une nièce. Et d'ailleurs, en tant que président de la République, vu son statut, il pouvait bien dire à sa famille de reporter la date de l'inhumation ou autre, parce que il est appelé à tenir d'abord ses fonctions présidentielles. Deuxième lecture que je peux avoir par rapport à cette annulation, ça suppose que ce voyage ne servait à rien. C'est-à-dire que Sassou allait voyager sous prétexte de rencontrer le président Macron dans l'intérêt de relations franco-congolaises, des relations entre les deux peuples, entre nos deux pays. Mais en réalité, c'est un voyage qui n'allait servir à rien pour nous, Congolais. Peut-être que ça allait servir les intérêts de la France, puisque Macron n'allait pas accepter de rencontrer le président Denis Sassou Nguesso pour rien. Donc, le président Macron sait ce qu'il allait obtenir dans l'intérêt de la France, mais Denis Sassou Nguesso ne savait pas ce qu'il allait chercher dans l'intérêt du Congo. Donc, ce voyage allait servir une fois de plus les intérêts de la famille Denis Sassou Nguesso, mais non, et pas les intérêts du Congo. Et donc, c'est pour cela que qu'il y aille maintenant, qu'il y aille après, le Congo n'en tire aucun profit. C'est plutôt sa famille qui reporte ses intérêts, c'est tout. Et Mais ça nous évidemment, montre pendant que encore vous le dites, quel c'est que type de dans le même président temps, nous avons. oui, pendant que vous le dites dans le même temps, je disais tout à l'heure, c'est qu'on l'a vu en pleine campagne à l'intérieur du pays, mais surtout que demain, le 6 avril, il s'envole pour Dubaï. Et là,
jusqu'à la dernière minute où nous démarrions donc cette émission, nous n'avons pas une autre information qui ferait état de report. Donc ça veut dire que demain, 6 avril, ils s'envolent pour Dubaï. Et c'est là que je voudrais aussi comprendre avec vous si ça n'entre pas, évidemment, le report, bien sûr, de sa visite à Paris n'entre pas dans la logique de ce qu'on a, enfin, du chantage qu'il a coutume de faire à la France, bien sûr, avec le rebondissement, bien sûr, sur l'affaire des biens mal acquis où sa femme est sous mandat d'emmener. Alors, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert dans la presse française, que lorsque sa femme fuit euh, cette convocation chez le juge au sujet Tourner. des biens mal acquis, je me souviens que j'avais déjà émis l'hypothèse si la présidence de la République, en tout cas Denis Sassou Nguesso et ses amis, n'avaient pas eu vent que sa femme serait placée en garde à vue. Donc, c'est pour cela qu'il fallait rapidement faire une opération de type opération commando, hein, de type militaire pour exfiltrer très vite sa femme de la France vers Brazzaville. Bon, d'ailleurs, on peut même se poser la question, Monsieur Perrin, combien a coûté cette exfiltration? Parce que ça s'est tellement fait, ça s'est fait à la va-vite. Donc, il fallait très vite affréter un avion. Donc, ce n'est pas un avion commercial classique. C'est sûr qu'on a dû louer un avion. C'est sûr qu'on a dû la sortir de France pour aller prendre l'avion dans un aéroport privé, soit en Espagne, soit en Belgique, où vous avez des aéroports privés avec des jets privés qu'on peut affréter rapidement. Coût de l'opération entre 1 et 3 millions d'euros. Sachez-le. Hein. Donc, ça, mais ça, c'est un volet dont les gens ne parlent pas. Donc, je pense que, comment on appelle, la honte de cette fuite de sa femme, couplé avec le procès qui va commencer dans quelques jours des biens mal acquis, puisque le dossier est maintenant bouclé. Donc, le procès de biens mal acquis va avoir lieu. Il y a, entre autres, donc pour le cas du Congo, je crois qu'il y a un appartement à Courbevoie et cette fameuse maison au Vésiné, qui sont la Villa Suzette ou la Villa Suzette, qui seront dans le procès. Et sur ces dossiers-là, on sait très bien, comme disent les juges d'instruction français, les revenus déclarés par les propriétaires des biens, par Denis Sassou Nguesso et sa famille, ne couvrent pas l'achat de ces biens. En fait, au-delà de pourquoi on en arrive aux biens mal acquis, mais c'est parce que lorsque les enquêtes commencent, Denis Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso, Antoinette Sassou Nguesso, tous ceux qui sont concernés par ce dossier, y compris la famille Bongo. C'est pour cela il faut que les Africains, donc les Congolais et les Gabonais comprennent, y compris la famille Bongo, le juge français a demandé de justifier de leurs revenus. Or, tous ont déclaré des revenus largement inférieurs, pouvant les permettre d'acheter ce qu'ils ont comme bien en France. D'où la conclusion bien mal acquis, c'est-à-dire acquis grâce aux finances publiques. Puisque Sassou lui-même, je crois, déclare à l'époque 15 millions de francs CFA de salaire de président de la République, et le juge français lui rétorque, monsieur, avec 15 millions de salaire par mois, comment vous faites pour assurer votre vie au quotidien, vos dépenses, les besoins de vos dépenses au quotidien, plus l'achat de cet appartement? 15 Puisque millions, pardon, 15 millions de francs CFA, c'est ça? oui, oui, il avait déclaré, je crois, 15 millions de francs CFA, mais il ne savait pas quelle était l'intention du juge derrière. Et le juge lui dit que quand on fait les calculs de vos revenus mensuels, annuels, et que de l'autre côté, les maisons n'ont pas été achetées à crédit. C'est-à-dire que si la maison coûte 8 millions, le cas, je crois, bon, ce n'est pas dans le procès, ça viendra peut-être un jour, mais je crois que c'est Christelle qui a acheté un hôtel privé à Paris, 8 millions d'euros, mais il n'y a pas de mensualité. En Europe, en France, quand on achète, il y a une mensualité. C'est-à-dire que tous les mois, vous prenez un crédit, tous les mois, vous payez une certaine somme
sur 15 ans, sur 20 ans. Or, eux, ils disposent de l'argent pour acheter comptant. Donc, si vous gagnez 15 millions de francs CFA et que vous achetez ces biens-là comptant et non pas à crédit, ça suppose que vous avez fait des économies avant. Or, quand on prend même depuis que Denis Sassou Nguesso travaille jusqu'à la date de l'achat, il doit prouver comment il a fait des économies pour acheter ce bien-là. Et Et comme surtout il ne peut que, pas au le demeurant, prouver, pardon, c'est juste un rappel, au demeurant, c'est un soldat, donc quelqu'un qui n'est pas autorisé à faire des affaires. Et donc, s'il a un salaire de président, comme il a dit, même si c'est 50 millions de francs CFA, ça ne peut pas justifier les biens qu'il a au niveau de la France. C'est ça le problème, en fait. vérifiez les interviews de Sassou. Il dit lui-même, ça, j'ai vu cette interview, il dit l'appartement dont on me reproche, je crois que c'est de Courbevoie. Alors, je vous rappelle en passant que Courbevoie, c'est la ville, parmi les villes les plus chères en France. Ce n'est pas n'importe qui habite à Courbevoie. Courbevoie, c'est dans les Hauts-de-Seine. Ça fait partie des villes qui abritent le quartier de la Défense. Donc, le quartier des affaires en région parisienne, pour ne pas dire à Paris. Donc, n'importe qui ne peut pas habiter à Courbevoie. Donc, or, Denis Sassou Nguesso dit que cet appartement, il l'a acheté dans les années 1970 quand il était encore dans l'armée congolaise. Donc, or, les années 1970, il est, il est quoi? Quand Gwabi meurt en 77, Denis Sassou Nguesso est commandant. Les commandants, oui. Quand Gwabi meurt, il est ministre délégué à la Défense, il est commandant en 1974. Or, cet appartement, il l'achète quand? Avant ou après? Qu'importe. Il est en train de dire aux juges français que dans les années 1970, un capitaine ou un commandant de l'armée congolaise a de quoi s'acheter un appartement à Courbevoie, alors qu'un général français n'aura aucun moyen d'acheter cet appartement-là. Même pas un ministre. Même pas un ministre français. Donc, par déduction, Denis Sassou Nguesso fait croire aux juges français qu'un soldat congolais est mieux payé qu'un haut fonctionnaire français. Parce que je vous assure que même un haut fonctionnaire français n'aura pas les moyens d'acheter un appartement à Courbevoie. Vous pouvez demander aux gens qui habitent en France. Et donc, c'est ce qui pousse le juge français à tirer les conclusions que finances qui les seules finances qui peuvent aider ces gens à acquérir ces biens sont les finances publiques, c'est-à-dire ils tirent leur argent des finances publiques. Si on enlève les finances publiques, par leurs propres revenus, même de président de la République, ils ne peuvent pas avoir ces biens-là. Parce que même si Sassou déclare, comment on appelle ça, même si Sassou déclare 30 millions de francs CFA de salaire, il faut savoir que les responsables français, les ministres français, euh, les députés français n'auront pas les moyens d'acheter un appartement à Courbevoie. Ils ne peuvent pas. Alors, Parce que, donc, il parle évidemment de l'instrumentalisation de la justice dans ces affaires ou l'ingérence de la justice française dans les affaires du Congo. Et la question que moi je me posais, comment arrive-t-il à faire cette confusion lorsqu'on sait qu'ils partent acheter les biens en France? C'est un pays bien, étranger. Ils prennent l'argent au oui, Congo pour aller acheter dans un pays étranger. Et quand ce pays leur demande de venir justifier, parce qu'évidemment, là, on tombe aussi sur, comme qui dirait, sous le coup du blanchiment des capitaux. Quand on leur demande de venir justifier les moyens, comme vous êtes en train de le dire, ben là, on crie à l'ingérence dans les affaires voilà, intérieures du Congo-Brazzaville. On ne sait pas comment qualifier ce comportement. Est-ce que c'est du paternalisme? Euh, il m'est arrivé de parler du racisme parfois. Est-ce que c'est toujours des relents de néocolonialisme? alors, donc, en fait, on ne peut pas parler d'ingérence dans les affaires du Congo-Brazzaville. Si demain, le juge français commence à enquêter sur comment Sassou a construit, a construit ses maisons à Oyo, si le juge français commence à enquêter
sur l'origine des frais, l'origine des frais de traitement du cimetière familial. Hein. Ça aussi, ça fait partie des sujets. Hein. En Afrique, le seul président qui était fils de pêcheurs-chasseurs, hein, quand je le dis, tous nos Non, ce n'est grands-parents, pas une insulte, non, c'est un statut. Oui. tous nos grands-parents ont été des agriculteurs, des chasseurs, des cueilleurs, des pêcheurs avant la pénétration coloniale. La société moderne, l'industrialisation, c'est la colonisation. Donc, jusqu'aux années 1910, au nord, les gens vivent de la chasse, de la pêche, de la cueillette. Il y a une petite économie d'échange, c'est tout. Le père de Sassou, posez-vous la question, qui était le père de Denis Sassou Nguesso? Mais encore, qui était le grand-père de Denis Sassou Nguesso? Bon, mais on Christelle sait qu'il Denis n'est pas Sassou. sorti, il n'est pas sorti d'une famille industrielle. Ça, tout le monde le sait, jusqu'à un Lorsque certain. la colonisation arrive en Afrique, les grands commerçants, on les trouve plutôt en Afrique de l'Ouest. D'où la tradition qui existe jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas des grands noms de commerçants, de businessmen originaires du nord du Congo ou encore de la Bouenza ou de la Lekoumou. Ça, c'est très faux. Donc, ces agents publics qui deviennent milliardaires, ils deviennent milliardaires alors qu'ils sont à la tête d'aucune entreprise, sauf une, l'État et les finances publiques. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, si le juge français vient enquêter sur la richesse des hommes politiques congolais au Congo, il fait de l'ingérence. Mais lorsque, Christian, vous-même, vous achetez un bien en France, aux États-Unis, en Chine, à Dubaï, mais même au Cameroun, si vous achetez un bien au Cameroun ou au Gabon, et que demain, vous avez des problèmes sur ce bien-là qui se trouve sur ce territoire administratif et juridique, parce que vous êtes sur la juridiction française. Conclusion de course. Évidemment, le juge français s'y intéresse, c'est votre problème, ce n'est pas de l'ingérence. Et d'ailleurs, je vais même plus loin, M. Perrin, ce que les Congolais doivent comprendre. Dans tous les pays du monde, y compris au Congo, toute personne, toute entreprise est censée subir une vérification fiscale, un contrôle fiscal. Il faut le savoir. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, tous ceux qui y habitent, y compris les entreprises implantées, peuvent subir ce que la loi dit, le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal aboutit à une chose. Vous avez des biens supérieurs à vos moyens. Eh bien, le Trésor public dépose un dossier en justice pour que la justice enquête comment vous avez fait pour acquérir des biens largement supérieurs à vos moyens. Pour vous donner un exemple, vous avez des Africains qui habitent en France, qui ont les revenus minimums qu'on appelle le RSA, c'est-à-dire c'est une aide financière donnée par l'État français à ceux qui n'ont pas des revenus de salaire. Et lorsqu'ils ont des contrôles fiscaux, on se rend compte que et le contrôle fiscal, ça peut se passer même au niveau de vos voitures, au niveau de vos des bijoux que vous avez chez vous, des produits que vous avez chez vous. On se rend compte que alors que la personne gagne 600 euros d'aide de l'État, la personne a des biens comme si la personne avait les revenus de 5 000 euros. Alors, est-ce que ça vient du banditisme? Est-ce que ça vient de la criminalité? Est-ce que ça vient du trafic de drogue ou du trafic des armes ou de la fausse monnaie? Mais ça, c'est le rôle régalien de l'État. Donc, lorsque des personnes étrangères ou françaises, parce que c'est bien l'enquête, je vous donne un exemple, Florent Pagny. Florent Pagny, le Trésor public se pose la question un jour, comment se fait-il que ce musicien, Florent Pagny, qui est français, déclare des revenus qui semblent être inférieurs à ce que sa musique lui rapporte, parce qu'à l'époque, il est au top de sa musique. Eh bien, il a subi un contrôle fiscal et un redressement fiscal. Conclusion de course, fâché contre le Trésor, il a fait cette chanson qu'on appelle Ma liberté de penser. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Mais c'était une chanson contre l'État et le Trésor public. Parce que quand il a eu ce contrôle-là, il avait chez lui, semble-t-il, les motos, ses motos à lui, pour les cacher, il les a mis chez Pascal Obispo, qui est son ami ou quelqu'un d'autre. Donc, vous avez même des Français eux-mêmes blancs qui sont obligés de cacher leurs biens chez des amis parce qu'ils vont subir un contrôle fiscal. Donc, la maison du Vésiné, regardez cette maison et regardez combien ça coûte. Eh bien, la personne qui est propriétaire est censée déclarer ses revenus au Trésor public français chaque année. Or, il déclare les revenus au Trésor public,
Les trésors publics se rendent compte que mais, par rapport à les revenus qu'ils déclarent, ne couvrent, pour le Vésinet, je suis quasiment sûr que ça ne couvre même pas la taxe foncière annuelle. Oui, mais c'est le cas donc de Madame Antoinette Sassou Nguesso en sa qualité donc de Enseignante de l'école primaire. la première dame. Est-ce que son salaire, Enseignante de l'école primaire. La voilà. fonction de première dame, c'est parce qu'elle est la copine de Sassou. Cela ne lui donne aucun droit de revenu. La première dame n'a aucun droit de revenu. Ses revenus, c'est enseignante de l'école primaire. Comment elle achète un appartement en France? Et voilà, donc comme quoi, pour sa nièce et pour sa femme, Denis Sassou Nguesso peut mettre donc sur la balance hein, les intérêts du Congo et privilégier donc voilà sa famille, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais cette confusion dangereuse, il faut le dire, est-ce que ça peut dénoter un peu du manque de la culture du pouvoir? Est-ce que ça soit vraiment la culture du pouvoir? Après, tout dépend en Afrique noire, qu'est-ce qu'on appelle la culture du pouvoir. Et je pense que vous soulevez là un sujet très important à enseigner aux présidents africains, pas que Sassou, mais aussi aux hommes politiques africains. Je pense qu'il y a, peut-être vous les journalistes, je pense qu'il y a une éducation politique à donner à nos hommes d'État. Parce qu'il va privilégier la famille au détriment de l'État, mais encore par rapport à ce qu'on disait aujourd'hui, malgré et ce qui est dangereux, par exemple, sans revenir dessus sur des biens mal acquis, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, en tout cas c'est depuis longtemps, ces biens-là deviennent les propriétés de l'État français. C'est-à-dire que comme ils seront condamnés, l'État récupère les biens, l'État français va les vendre et l'argent sera versé dans des banques françaises au nom de l'État avec l'idée qu'un jour, si le Congo devient une démocratie, on va remettre cet argent au Congo. Mais entre-temps, cet argent va être utilisé par les banques pour prêter des sous à des entreprises et en particulier et se faire du bénéfice. Pour ne pas dire Oui, en mais langage donc courant, se faire du ça veut blé aussi dire, pardon, au détriment des Congolais qui manquent d'argent. oui, Didier Mounivolo, ça veut aussi dire que, en fait, ces politiciens, il faut les appeler comme ça, hein, les Congolais qui volent l'argent public pour aller s'acheter des appartements ailleurs, vous l'avez même dit tout à l'heure, vous avez rappelé, même au Cameroun, au Gabon, au Guinée, puisqu'ils sont un peu partout, au Bénin, ça aussi on le sait. Ils sont à Kinshasa. À Ils Kinshasa, apprennent ils ont donc des quartiers entiers. voilà, ils apprennent donc à leurs dépens que finalement, le jour où ils sont plus au pouvoir, ils peuvent tout perdre, parce que c'est ici, sur ce même plateau, que le professeur Félix Bakoundampélé nous rappelait la convention de Mérida, qui lutte contre la corruption et qui donne évidemment ce droit à tous ces pays qui ont ratifié de lutter contre la corruption. Une fois qu'on a constaté que vos biens ne correspondent pas, comme vous l'étiez en train de le dire, à vos revenus, eh bien, naturellement, ça va susciter une enquête et à la fin, vous perdez en réalité vos biens. Donc, même quand on va cacher ses biens ailleurs, ce n'est pas toujours une solution, c'est jamais une garantie, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais vous avez cité ce que ce professeur a dit. C'est quelque chose que j'avais repris dans l'une de mes chroniques. La convention de Mérida a été initiée par qui, Monsieur Perrin? La Banque mondiale, l'ONU, la Suisse. Donc, vous avez des organisations internationales les plus renommées, l'ONU, la Banque mondiale, plus le pays qui servait de paradis fiscal, c'est-à-dire la Suisse, ils ont même fait la conférence à Paris. Et déjà, ils ont déjà récupéré près de 5 milliards qu'ils ont retrocédés à des États où les choses marchent plutôt bien. C'est-à-dire que les Congolais doivent comprendre que tout le travail que font, par exemple, un groupe que nous connaissons bien sur la place de Paris, les Indignés 242, de répertorier les biens de ces pays-là, ces biens seront saisis. Ce n'est qu'une question de temps. Et même quand ils sont au pouvoir, ces biens sont saisis. Le problème de la justice, c'est que c'est le temps long. La justice a besoin de mettre en place des dossiers, ça prend du temps. Mais la preuve, aux États-Unis, Christelle Denis Sassou Nguesso a perdu une maison de 400 000 dollars. 400 000 dollars. Convertissez 400 000 dollars en francs CFA, eh ben, vous avez le budget de l'éducation nationale ou de la santé. Donc, il nous manque le budget de la santé, mais parce que Christelle Denis Sassou Nguesso achète une maison de 400 000 dollars aux États-Unis et qui a été récupérée par un procureur fédéral. C'est fini. Cette maison n'existe plus. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la solution, vous parliez de la culture politique, vous avez tout à fait raison. La culture politique doit mener les hommes politiques africains, noirs, au pouvoir,
à utiliser l'argent public dans l'intérêt collectif que de continuer ce comportement idiot d'aller garder à l'étranger ou d'aller... Monsieur Perrin, où sont les milliards de Mobutu? Où sont les milliards de Bongo, d'Omar Bongo, beau-fils de Et Denis même Sassou de Nguesso? Kadhafi. Où sont les milliards de Kadhafi? Et Denis Sassou Nguesso a connu Sani Abacha, il a connu Omar Bongo, son beau-fils, il a connu Mobutu, son ami qu'il appelait petit frère, il a connu Kadhafi, son ami révolutionnaire marxiste, mais il doit tirer des leçons. Maintenant que sa femme a fui précipitamment la France, moi je demande aux responsables politiques congolais, vendez tous vos biens en France et prenez l'argent, occupez-vous des Congolais. Au moins ça, Dieu vous sera reconnaissant. On peut arranger nos routes, l'eau et l'électricité, on peut financer notre éducation nationale, nos politiques de santé, nos politiques d'emploi, on peut tout financer avec ça. Et donc qu'ils prennent conscience que l'époque où on partait cacher l'argent à gauche, à droite, c'est fini. Cette époque est révolue. Trump, depuis qu'il est revenu au pouvoir, regardez dans quel état il met le système international. Si le système international était déjà anarchique et chaotique, avec Trump, c'est la débandade. Avec Trump, c'est la débandade. Donc, il faut qu'en Afrique noire, on tire les leçons, et surtout au Congo, Sassou doit changer de comportement. Oui, il doit changer le comportement et il doit arrêter finalement de faire ce petit chantage qui, évidemment, hier ça lui réussissait, mais maintenant les choses ont changé. Vous vous rappelez d'ailleurs, pendant la préparation de cette émission, qu'il y a Marine Le Pen qui venait d'être sanctionnée. On a sanctionné Nicolas Sarkozy qui est en voie d'être condamné d'ailleurs. Et comme quoi, voilà, les paradigmes ont changé, tout a changé. Ce n'est plus la France d'hier qu'on pouvait évidemment, voilà, faire un petit chantage. Alors qu'il reportait sa visite officielle à Paris, on l'a vu donc en pleine campagne à l'intérieur du pays, accompagné de Pascal Tati Mabiala, le premier secrétaire de l'UPADS, qui est censé d'ailleurs être le chef de file de l'opposition. Et dans un premier temps, on va chercher à comprendre d'abord sa visite, disons, s'accompagne à l'intérieur du pays, dont, en violation bien sûr hein, de toutes les lois qui encadrent le processus électoral au Congo-Brazzaville. Ensuite, nous reviendrons sur la présence de Pascal Tsatima-Bialo aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Et donc, je disais, Denis Sassou Nguesso était en campagne. Tout le monde a vu et tout le monde est en train de voir puisque ça continue, mais avec les moyens de l'État. Votre commentaire. Mais mon commentaire, c'est que le Congo, alors il y a maintenant, même pour certains pays européens hein, ou encore américains, on parle de plus en plus de démocrature, c'est-à-dire que vous avez une apparence démocratique, mais en réalité, vous êtes en dictature. Certains osent même parler de la démocrature en parlant des États-Unis de Trump, vu comment les choses se passent. Alors vous imaginez le cas du Congo. Sassou n'a jamais rien respecté. Et d'ailleurs, même quand vous citez la Constitution, vous citez toutes les lois qui organisent les élections, je ne sais pas s'ils s'en rappellent. Sassou, c'est vraiment l'héritier de Mobutu. Vous savez, Mobutu, c'est ce que Kutuwendo Wazabanga, paix à son âme. Souvent, quand il parlait et qu'on lui rappelait, mais monsieur le président, papa fondateur, hein, on l'appelait même pas monsieur le président, on lui disait papa fondateur. Mais ça, c'est la loi ne dit pas ça. Il dit, ah bon, la loi? Comment ça, la loi? Il dit, ben, ce que vous dites là, c'est contre la loi. Il dit, comment ça peut être contre la loi? La loi, pour être appliquée, a besoin de ma signature, que moi, je puisse promulguer. Donc, en réalité, il y a Mobutu, sa famille, ses amis, et puis la loi. Et Denis Sassou Nguesso est totalement dans cette représentation du Congo. Sassou, la loi, c'est parce que dans un pays, il y a besoin de la loi. Mais lui, j'ai envie de dire, il fait ce qu'il En veut. fait, Mais la je ne loi, sais, c'est lui. C'est ce que ça veut dire. ce n'est même pas la loi, c'est lui. C'est-à-dire, c'est lui, après vient la loi. Donc, au Congo, il n'a de limite que ce qu'il s'interdit lui. Et il n'a de droit que ce qu'il prend lui. Parce que si Sassou se rappelait un temps soit peu qu'il est président de la République,
et que lui aussi, en tant que président, doit respecter la loi. Mais je vais vous dire une chose. Comment se fait-il que lorsqu'il se rend compte qu'on a dépensé des milliards pour les hôpitaux et que les hôpitaux sont maintenant dans la brousse, il ne sanctionne personne? Et ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Et il En veut fait, même le justifier, c'est ce qui est curieux. il vient même justifier et il dit encore qu'on a encore besoin de beaucoup de milliards pour maintenant terminer. Mais ça pose la question de comment on a monté le projet de ces hôpitaux. Donc, du coup, vous vous dites, il a déjà commencé sa campagne présidentielle. Mais lui, il dit, il est en train de vivre sa vie. C'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso, c'est le prototype psychanalytique de l'enfant roi. Sassou, c'est le prototype demandé aux psychologues cliniciens, demandé aux psychiatres. Sassou, c'est un enfant roi, c'est un enfant capricieux. Et donc, vous ne pouvez pas lui dire, il y a une limite, il y a l'interdit. Sassou ne connaît aucun interdit, sauf ce qu'il s'applique lui-même. Même dans ses relations, il n'a pas d'interdit. Je vous donne un exemple typique qui montre qu'il n'a pas d'interdit. Il a réussi à enceinter la femme du président de la République alors qu'il est ministre de la Défense chargé de la sécurité du président. Cette histoire, moi je me souviens, je suis tout gamin, quand Ngouabi meurt et les Congolais sont tristes. Pas que de la mort de Ngouabi. À l'époque, les Congolais sont tristes aussi de Céline qui reste en état de grossesse. Ngouabi meurt, Céline est enceinte et beaucoup de Congolais, ou de Congolaises surtout, pleurent le fait que Céline se retrouve seule avec une grossesse. Et 30 années plus tard, cette fille de Céline se marie et qui la marie, ce n'est pas l'oncle de Ngouabi, ce n'est pas le frère de Ngouabi, ce n'est pas un cousin de Maria Ngouabi. Et je dis aux Congolais qu'il n'y a aucun lien de parenté entre Sassou Nguesso et Maria Ngouabi, aucun. C'est zéro. Donc, du point de vue traditionnel, Sassou n'a pas les attributs anthropologiques, ethnologiques, sociologiques, au terme de sociologie de la famille, de marcher avec cette fille pour aller la marier en disant le père, sauf si c'est son père biologique. Alors, mettez-vous dans le contexte où le président de la République, Maria Ngouabi, est là. Il a nommé un ministre délégué à la Défense et ce ministre réussit de le neutraliser pour lui prendre et sa femme et son pouvoir. Eh bien, chez les psychologues cliniciens, ce monsieur est le plus dangereux du monde. Il n'a pas de limite, il s'autorise ce qu'il veut, il se permet ce qu'il veut. La seule limite, c'est ce qu'il s'autorise lui-même. Et si vous ne l'arrêtez pas, Vous êtes en train de dire Denis Sassou Nguesso n'a pas de limite morale, pas de limite devant la loi. En fait, voilà, c'est les limites qui se fixent lui-même. C'est comme le font d'ailleurs les brigands, les petits bandits, qui n'ont de limites que eux-mêmes lorsqu'ils décident de faire quelque chose ou quand ils ne veulent pas le faire. Mais sinon, pour le reste, devant la loi, ce n'est pas son problème. Et la preuve, c'est que, c'est comme disait d'ailleurs Clément Mirassa, dans son dernier grand angle, sa dernière édition, où il a rappelé que la candidature de Denis Sassou Nguesso est illégale pour 2026. C'est encore un coup d'État constitutionnel, puisqu'il viole la loi, il ne respecte pas la loi, il est dans le même temps président de son parti, le PCT, et chef de l'État. Tout le monde sait que c'est la violation de l'article 80 de la Constitution congolaise. Alors, vous avez déjà évoqué les Monsieur Perrin, hôpitaux. Oui, Monsieur Perrin, par rapport à ça, je vous donne un deuxième exemple. Sassou revient au pouvoir quand? En 97. tout à fait. Donc, 1997, il a fait un coup d'État. Tout comme les militaires ouest-africains, tout comme Oligui Nguema. Mais quand ils ont fait un coup d'État, qu'est-ce qui se passe quand les militaires font un coup d'État? Ils annulent la Constitution, hein, et ils mettent en place une loi fondamentale dans l'attente d'une Constitution. Mais Denis Sassou Nguesso, il est narcissique plus que Narcisse lui-même, cet héros de la mythologie grecque. C'est que de 97 à 2002, pendant 5 ans, Denis Sassou Nguesso a dirigé le Congo, il signait les contrats pétroliers, il vendait les matières premières sans se référer à aucun texte fondamental. Sans contrôle, voilà. Sans Personne. contrôle, sans texte fondamental, pendant tout un mandat ou plus qu'un mandat, si on est en Israël ou aux États-Unis. Et quand on lui posait la question,
Vous-même, vous en parlez souvent. Il disait quoi? Ah oui, mais après la guerre, j'étais trop fatigué, donc je ne pouvais pas prendre le temps de rédiger tout ça. Ah bon? Mais il a le temps de vendre du pétrole. Mais ça suppose que demain, nos enfants, nos petits-enfants qui arrivent au pouvoir n'auront pas à poursuivre que Denis Sassou Nguesso. Mais ils peuvent poursuivre tous ceux qui ont signé des contrats avec Sassou Nguesso entre 97 et 2002. C'est-à-dire au nom de quel texte fondamental Denis Sassou Nguesso a présidé le Congo. Un seul texte. Son narcissisme et sa volonté psychologique de dominer les Congolais. Point. Mais ça, c'est aller dans n'importe quelle école, Harvard, Princeton, Yale, Tokyo University, dans n'importe quelle école de sciences politiques, de géographie politique, de géostratégie, et dites-leur ça, ils vont vous dire non, monsieur Perrin, non, c'est pas possible. Même le plus vétéran des dictateurs, il a besoin d'un texte fondamental. Et ça, tout le monde a laissé passer ça. C'est-à-dire que pendant 5 ans, le mec a géré l'économie congolaise pire que l'arachide et le maïs de sa plantation. Et ce qui fait qu'il se comporte de la même manière, en fait, il se dit, bah, il est vainqueur, il a, comme qu'il dirait, attrapé le gibier. Et lorsqu'il en parle d'ailleurs devant il faut dire ses parents à Oyo, alors qu'ils étaient en conclave, il dit à ses parents, nous avons attrapé le gibier, à vous donc d'assurer la sécurité, comme qu'il dirait, en arrière-plan. Moi, je m'occupe de Tandala, c'est même le terme qu'il utilise. Donc pour Denis Sassou Nguesso, en fait, le Congo, c'est un gibier qu'il a attrapé. Et un gibier, quand un chasseur a attrapé son gibier, il en fait ce qu'il veut. Donc, et c'est ce que les Congolais devraient comprendre, en fait. Mais je peux vous multiplier des exemples que tout le monde connaît, mais sur le plan de l'analyse et de la réflexion, les gens ne vont pas loin. Donnez-moi un seul pays où le président arrive, il dit, on a 14 000 milliards de francs CFA, et quelques temps après, il dit, oh, ça a disparu. Et cette année de budget national. Vous voyez un autre exemple? Il a pris cette année de budget national. Il peut faire les enfants avec les enfants il peut faire des bébés avec les enfants de ses ministres, Bouya, Jean Fouba à gauche, Ayessa à droite. Et non, non. Mais il faut même se poser la question, quel est l'état d'être d'Antoinette Sassou Nguesso? Il faut inviter Antoinette Sassou Nguesso et poser lui la question. Le jour du mariage de la fille de Sassou et de Céline, Sassou d'un côté, Céline de l'autre, comme un vrai couple. Antoinette, quelle était sa pensée? Ce jour-là, elle a fait Elle quoi? était même en déplacement. Elle avait préféré se déplacer pour ne pas assister à ce mariage. Alors, Et ce monsieur dirige le Congo. ben voilà, donc on parlait de cet homme très narcissique d'ailleurs, qui est Denis Sassou Nguesso. Vous avez rappelé quelques exemples, mais il parlait aussi des 6 milliards qui étaient volés chaque année dans la ligne de la bourse des étudiants. Après, il s'est tué, plus personne n'a été interpellé. Et là, vous venez d'ailleurs d'amorcer le sujet, les hôpitaux, 12 hôpitaux généraux. Une enveloppe de 700 milliards de francs CFA avait été décaissée en 2014. Et ben voilà, pratiquement 11 ans après, le même arrive à dire, en public d'ailleurs, les hôpitaux se retrouvent dans la brousse. Voilà, la nature a repris donc ses droits et personne n'est interpellé. Après, il ajoute, nous avons changé voilà de stratégie. Désormais, on va finaliser deux par deux. Et personne ne l'interpelle, personne ne l'arrête. Tout le monde rit et tout le monde est en train d'acclamer. Voilà. Le jour de mon arrivée à Madingu, sur le trajet du stade vers le centre de la ville, j'avais arrêté mon cortège parce que je passais à côté de l'hôpital général en construction et j'ai constaté que l'hôpital général en construction était dans la brousse. Dans la brousse. On est arrivé dans une conjoncture difficile qui ne nous a pas permis de pousser ces travaux jusqu'à la fin. Mais cela ne signifie pas que nous avons abandonné ces projets et que la forêt devait reprendre ses droits et tout ce que nous avons réalisé là-bas était considéré comme perdu. Non. Il y a un plan du gouvernement. On ne peut pas les réaliser tous les 13 au même moment, mais on a décidé de les réaliser par groupe de 2.
Après, on se posait la question de savoir si l'État existe encore au Congo-Brazzaville. C'est sur votre chaîne, j'avais inauguré le terme de gang. Souvenez-vous, c'est avec vous que j'avais dit, Monsieur Perrin, en fait, les Congolais se trompent. Le Congo n'est pas dirigé par une dictature. Même la dictature ne fait pas ça. Le Congo est géré par un bande de gangs, c'est des gangsters qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que les gangsters, ils savent que leur argent, ça vient du grand banditisme. Donc, si on perd, on perd. Si on le récupère, on le récupère. Et c'est pour cela que vous parlez des 12 hôpitaux généraux, plus l'hôpital général, l'hôpital central des armées, donc ça fait 13. 13, oui. Et regardez encore les images du président Sassou expliquant. Il dit, je suis arrivé, je me rends compte que l'hôpital est dans la brousse. À quel moment le préfet de la Bouenza, d'accord, à quel moment le préfet de la Bouenza, qui est chargé de surveiller la construction de l'hôpital sur son territoire, parce que le préfet, c'est le représentant du président et du gouvernement sur son territoire. C'est ça qu'on appelle le préfet. Ponce Pilate était un préfet. Ponce Pilate, dont on parle dans la Bible, ce n'est pas l'empereur romain, non, c'était le préfet. Il gérait un préfectorat. Donc, lorsqu'il y a des problèmes dans les départements, le premier responsable, c'est le préfet. Lorsqu'il y a un problème dans la ville ou dans la commune, le premier responsable, c'est le maire. Or, Sassou dit, c'est quand il arrive, il constate que l'hôpital est dans la brousse. Ça suppose que c'est des gangs. Ils ne travaillent pas. Parce que sinon, avant d'aller, il aurait des fiches, il aurait les dossiers. Donc, que fait le préfet? Que font les maires de la Bouenza? Que fait le président du conseil départemental de la Bouenza? Que fait le ministre de la Santé? Que fait le directeur régional de santé? Que fait le directeur général de santé? Vous voyez? Donc, c'est quand même grave en termes de gestion de l'État d'entendre du président lui-même qu'il a fallu que je me déplace pour me rendre compte que l'hôpital est dans la brousse. Dans une dictature, M. Perrin, je vous dis, dans une dictature, le ministre de la Santé est limogé, le préfet est limogé, c'est-à-dire toute la chaîne hiérarchique virée. Mais comme on est chez des gangs, eh ben, il n'y a pas de licenciement dans un gang. Oui, mais évidemment, on attendait que ce soit le préfet qui puisse se justifier ou le ministre de la Santé, comme vous l'avez dit, mais curieusement, c'est lui-même, Denis Sassou Nguesso, qui se justifie. Et c'est la preuve que c'est lui le premier détourneur des fonds, parce que avec complaisance, il est en train d'expliquer, voilà, on n'a pas finalisé les travaux. Et même là, il ment. Il parle de, je sais pas moi, des travaux à hauteur de 70%, alors que il y a 2 ans de cela, il parlait de ces mêmes travaux à 75% d'exécution. Donc, en fait, c'est une, je ne sais pas, c'est un sujet compliqué à comprendre, Denis Sassou Nguesso, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Monsieur Perrin, je vais vous donner un élément de compréhension. Regardez les ministres congolais, les autorités congolaises, le président de la République lui-même. Prenez cet exemple-là de Denis Sassou Nguesso. J'ai regardé plusieurs fois cette intervention. En fait, aucun d'eux. Si vous voulez, vous nous invitez en débat. Moi, je suis prêt à débattre même avec Sassou Nguesso, avec Colline Makosso, tous. À aucun moment, ils ont des documents en face d'eux. À aucun moment. Ils n'ont aucun papier en face d'eux et ils vous racontent de n'importe quoi. Moi, je ne connais pas ce dossier. Je ne connais pas ce dossier. Mais je peux vous dire une chose. Si réellement, vous avez dit vous-même, 11 ans avant, on a décaissé 700 milliards. Mais il faut combien d'années pour construire un hôpital, soit-il un hôpital général? Il faut combien d'années? Le projet était pour 3 ans, en fait, de travaux. Bon, merci d'apporter la précision. Donc, 3 ans. Écoutez-moi bien. 3 ans. Et le président vient faire le bilan 11 ans après. En fait, il n'a rien à faire. À chaque fois, il dit, ah tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Allez, on va dans la Bouenza. Or, gouverner, c'est prévoir. Mais c'est comme vous le Gouverner, c'est disiez tout à prévoir. l'heure sur la visite en France. Il n'avait rien à faire là-bas aussi. Voilà Mais pourquoi il a il reporté. n'avait rien. Il Macron a savait ce toujours qu'il rien à voulait faire, faire en avec fait. lui. Mais lui ne savait pas ce qu'il voulait faire avec Macron dans l'intérêt du Congo. Là, c'est vous le dites vous-même. Le projet, c'était sur 3 ans.
3 ans, on a les hôpitaux, mais c'est 11 ans après que le président vient faire son bilan. Mais sauf que M. Perrin, il y a 1 an avant, 10 ans avant, son premier ministre a dit aux Congolais, à la communauté nationale et internationale, que les 12 hôpitaux sont opérationnels. Le bilan des 12 travaux de Koliné Makosso. Koliné Makosso nous a dit qu'on a construit 12 hôpitaux. Un hôpital par département, un hôpital général par département. Donc, Koliné Makosso a menti aux Congolais et à son président, puisque le président, quand il vient 1 an après Koliné, il se rend compte que là où on aurait dû avoir des médecins, des ambulances, des malades en train d'être soignés, on a plutôt la brousse. Alors, Sassou n'est pas un enfant. Quand il dit la brousse, ça veut dire que à la place des malades et des médecins, des infirmières, vous avez quoi? L'Intibichi, les porcs-épics, les Ngumba, vous avez peut-être un peu de serpents. Donc, si un mec de la Bouenza veut aller à la chasse, mais au lieu d'aller dans les forêts loin, il aille à l'hôpital général prévu à cet effet, puisque c'est Oui, maintenant mais une brousse. évidemment, Non, mais c'est pas possible. Didier Moïni-Volo, il y a aussi ce concept lorsqu'il parle des hôpitaux généraux qui sont à 70% d'exécution de travaux. Alors, en termes d'hôpital, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Est-ce que... Mais quand on parle d'un hôpital, en plus un hôpital général, exécuté à 70%, moi, c'est la question que je voulais poser à Denis Sassou Nguesso. 70% de quoi? Du bâti ou 70% d'exécution du projet? On n'est pas en train de parler de la même chose. En fait, Si ils on parle, confondent le bâtisse à un hôpital, voilà. mais si on parle que des murs, 4 murs et un toit, 70%, oui, on est un peu loin. Mais si on parle du projet exécuté à 70%, ça suppose qu'on a terminé le bâtiment, il reste le personnel. Parce que quand on parle d'un projet, hein, comment on appelle ça? Comment aller d'une idée qui vous vient à la tête à une réalisation, c'est-à-dire comment on va. Et ça, c'est ce qu'on étudie dans les grandes écoles de management, dans ce que vous appelez les hautes écoles de commerce. C'est comment je vais d'une idée que je viens d'avoir à maintenant on a envoyé les gens marcher sur la Lune. C'est-à-dire, prenez le projet objectif Lune. Mais comment cette idée a émergé dans la tête des ingénieurs et de Kennedy qui dit il faut qu'on envoie les gens sur la Lune à la concrétisation du projet. Mais cela inclut aussi la formation des cosmonautes. Ça inclut la fabrication de l'appareil, Et toute eux, ils parlent de l'infrastructure. 70% Mais si d'exécution. c'est 70% du projet, ça suppose que ça inclut le recrutement des médecins, des radiologues, des infirmières, des personnes qui vont balayer, l'achat des ambulances, toute la logistique. Donc, il faut que Sassou explique aux Congolais, il parle de 70% de quoi? La réalisation à 70%, c'est quoi? C'est que juste les bâtiments, ou y compris le recrutement et la formation du personnel, y compris l'achat de tout ce qui est appareil, dialyse, scanner, radio, photocopieuse. En fait, de quoi il parle? Autre chose, M. Perrin. Il dit que ça nous a coûté beaucoup de milliards, ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Non, je suis désolé, un président ne parle pas comme ça, une autorité ne parle pas comme ça. Il vous donne le chiffre. Ces hôpitaux qui se retrouvent dans la brousse, combien nous avons perdu d'argent public? Combien? Combien En fait, d'argent il public? use un peu de la langue de bois et il sait généralement, lorsqu'il parle comme ça en face de lui, il n'y a pas des contradicteurs. Donc voilà, ça va passer comme ça Sassou, et tout le monde. Sassou a un ami, et d'ailleurs en commun avec Antoinette, qu'on appelle Dembatelo, c'est ça, qui est architecte. Oui, Félix, Jean-Félix Dembatello, Il est architecte. architecte, oui. Appelez-le. Je vous dis, appelez Dembatelo, appelez un architecte. Si on ne sait pas à quel moment on a abandonné les travaux, si c'est la brousse, la nature reprend toujours ses droits. Donc, si les travaux ont été abandonnés, ça suppose que la nature a repris ses droits. Et même Donc, les murs peuvent connaître évidemment les sérieux. c'est pour ça que je vous en parle, M. Il faut Perrin. parfois reprendre certaines choses. Alors, selon la durée d'abandon du site, soit il faut reprendre le site. Donc, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que ce que vous avez prévu avant, mais c'est vraiment beaucoup plus cher. Et les architectes, les entreprises du bâtiment peuvent vous le confirmer. Ou soit, nous sommes dans une zone humide. Nous sommes dans une zone humide. Donc, le fer
est très vite attaqué par la rouille, y compris les fils électriques, si on était arrivé au niveau des fils électriques. Ça suppose qu'à un moment donné, ces bâtiments-là, on ne peut même plus rien reprendre parce que ça sera un danger pour le personnel et les malades qui seront dans ces bâtiments. Donc, c'est fini, c'est perdu. Soit on détruit tout pour recommencer à zéro, soit c'est un site qu'on va tout simplement abandonner. Donc, ces milliards-là, c'est dans la poubelle. Voilà les gens qui vous dirigent. Merci. Et il ne vous dit pas, pour terminer, il ne vous dit pas combien de milliards il faut encore pour les finaliser. Il doit faire les études par les spécialistes. Chinsamu Nabangacho, Sassou travaille avec quel spécialiste? Oui, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que Asperbra, qui était la société, je crois, qui devrait s'occuper de ces constructions, aujourd'hui a des sérieux problèmes. José, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, a eu des grands soucis dans son pays. Je crois qu'il est entre les mains de, je crois, de la justice, si je ne me trompe pas. Et ce monsieur est parti, probablement avec ses milliards, qui se sont partagés les milliards avec les Sassou Nguesso et voilà, compagnie. C'est ça la vérité. La justice congolaise peut lancer les mandats d'arrêt. Hein. Ça fait partie de la règle de droit. En réalité, il faut une enquête parlementaire, il faut une enquête administrative, il faut une enquête judiciaire. Et ça aussi, ça montre que Sassou, c'est un chef de gang. Et ça, le président de la République doit s'indigner et dire, j'ai demandé au gouvernement de diligenter une enquête administrative pour comprendre sur le plan administratif qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et il y aura des enquêtes judiciaires, mais aussi une enquête parlementaire, Sénat, Assemblée nationale, pour voir si au niveau de la législation, notre législation protège suffisamment les investissements publics. S'il y a des failles dans nos lois, dans la façon de gérer les financements publics avec les entreprises privées, il faut donc corriger les lois pour que nos investissements publics soient sécurisés. Et ça, c'est le rôle. C'est pour ça qu'on parle des enquêtes parlementaires. Alors, vous avez nos parlementaires qui passent leur temps à aller jouer au football dans le nord de Brazzaville qu'à s'intéresser aux vrais dossiers. Et même nos parlementaires sont minables parce qu'il y a des vrais dossiers de sécurisation des finances publiques, de réalisation, de suivi de réalisation de projets. Parce que le gouvernement et le Parlement doivent suivre à quel niveau de réalisation des projets publics nous sommes. Or, eux, ils vont jouer au football au nord de Brazzaville et ils sont contents. Les parlementaires adorent le football. Ah bon? Mais la FIFA vient de sanctionner la CAF. La FIFA vient de Voilà, et sanctionner la CAF, donc ils n'ont rien dit. nous Ils vont disions que amuser les Congolais avec un hypothétique match de football au nord de Brazzaville, mais tout le monde se moque de la population congolaise dans ce pays. malheureusement, évidemment, donc que nous rappelions tout à l'heure que c'est José Vega, c'est lui qui s'occupait donc de ces hôpitaux et c'est l'homme qui est parti d'ailleurs avec une bonne partie d'argent du projet Eau pour tous aussi. Vous vous rappelez qui a Oui, construit oui. quelques 2000 forages et qui s'en est allé avec le reste d'argent et là aussi n'a jamais été interpellé. Comme quoi tous les projets qui sont proposés aux Congolais par ce régime, ce sont, j'allais dire, c'est juste une stratégie de vol, de détournement voilà, des données publiques. On vous C'est une annonce un manière de sortir projet, l'argent du derrière on trésor vole et public puis on vous ou dit de ben la ça n'a banque pas postale. abouti. Et voilà, Les malheureux. projets sont faits au Congo comme moyen pour sortir l'argent du trésor public ou de la banque postale. Je ne sais pas où sont ces fameux comptes du Congo. Vous aviez ce député du PCT Ibovi qui pose la question à Jean-Jacques Bouya que vous avez pris l'argent, l'équivalent de 135 kilomètres de route à goudronner. Cette route n'existe pas. Et curieusement, Jean-Jacques Bouya est toujours applaudi par certains Congolais dans les rues de Brazzaville. Il fait semblant de visiter. Moi, j'ai vu au journal, il était à Pointe-Noire pour visiter 3 avenues. Avenue Denis Sassou Nguesso, avenue Antoinette Denis Sassou Nguesso, avenue Edith Denis Sassou Nguesso. Regardez dans quel état se trouvent ces avenues-là. Et après, il faut se poser la question depuis quand est-ce que ces travaux avaient été lancés. C'est depuis, bien sûr, les années, les décennies. Alors, donc, il y a un autre volet, c'est l'agriculture, parce qu'on a vu Denis Sassou Nguesso brandir un petit morceau de maïs. C'était, je crois, dans la Bwenza. On l'a vu, évidemment, les jeunes bacheliers ou bachelières, mais travailler à la houe, avec quelques deux, trois machines qu'on a installées quelque part. On a pris la photo pour dire, ben écoutez, voilà, c'est parti pour l'agriculture. Mais avant de vous faire réagir, je vais vous proposer un reportage
c'est au Burkina Faso comment le jeune Ibrahim a doté son monde des machines pour l'agriculture, pour refaire les routes, pour construire les routes. Suivez. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est inviter la jeunesse à aller rapidement défricher les champs, parce que il y a des points focaux dans chaque province qui sont nommés par le gouverneur, en plus donc des chargés de mission au niveau des régions. Prenez contact lorsque vous avez des grandes superficies. À défaut, il faut vous mettre en coopérative pour avoir des grandes superficies et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement les champs cette année. L'accompagnement donc par les semences améliorées et l'engrais qui est aussi disponible, qui sera subventionné. Alors Didier Mwinivolo, lorsqu'on revient chez nous, Denis Sassou Nguesso qui va, dans la Bouenza, féliciter les jeunes bacheliers en train de faire l'agriculture. Et ce qui a choqué, c'est de voir que ces jeunes diplômés continuent à travailler à la houe. Et Denis Sassou Nguesso s'en félicite. 50 groupements évoluent dans cette ZAP qui compte déjà 400 hectares de maïs et manioc. Ici, on retrouve la paysanne de Bachelière avec 10 hectares de maïs. À l'obtention de nos diplômes, nous n'avons pas pu aller à l'université par manque de finances. Du coup, nous avons décidé de revenir à la terre pour travailler, gagner suffisamment pour pouvoir continuer nos études supérieures. Cette coopérative reçoit les encouragements du président Denis Sassou Nguesso en visite de travail dans le département de la Bouenza. Nous avons semé du maïs et du manioc. Vous voyez, le maïs est de bonne qualité. Merci beaucoup. Vous êtes bachelière. J'ai récolté mon maïs, ouais, le plus beau maïs du pays. Vous savez, M. Perrin, je suis comme vous. Quand j'ai vu Denis Sassou Nguesso avec son épi de maïs et puis en train de pas dire qu'il faut féliciter cette jeune fille bachelière, mais qui s'est orientée vers l'agriculture, vous parlez de la houe, vous faites le parallèle avec le Burkina Faso. Mais une fois de plus, au Congo, je peux multiplier les exemples. Nous sommes le seul pays, je parlais de Jean-Jacques Bouya, regardez les visites de Jean-Jacques Bouya sur les chantiers. Aucune mécanisation, aucune. Or, le développement se fait avec la mécanique, avec l'ingénierie, avec les machines. Donc, moi, je ne sais pas si le développement, l'émergence du Congo se fera avec la pensée de Sassou, c'est-à-dire que on appelle ça en psychologie clinique la pensée magique. Je pense et les choses vont se réaliser d'elles-mêmes. Je n'ai pas besoin de passer par le truchement des machines ou autres. Mais pourtant, à un moment donné, il parlait même de l'industrialisation, voilà, de l'industrialisation du Congo. Et l'industrialisation du Congo, c'est avec les houes, finalement, tel qu'on l'a vu là. Mais Sassou parle de l'industrialisation, c'est parce que c'est le mot en vogue. On vous dit, si vous voulez faire apparaître quelque chose en magie, vous faites abracadabra. Et bien, il vous dit abracadabra. Après, il n'est pas sûr que ça va apparaître ou pas. Lui, il parle du développement, de l'émergence, parce que c'est un concept en vogue. Maintenant, est-ce qu'il va mettre les moyens de l'émergence? Mais non. Sans électricité, sans eau, on peut aller à l'émergence, vous pensez? Il sans croit formation. Au discours, Sassou croit au discours magique. La politique, c'est la praxis, c'est la pratique. Et lui, la pratique, en fait, ça lui donne des maux de tête. Il vient, il parle, et puis il part ici, et puis il reviendra quand il reviendra. Mais revenons à cette histoire de ces jeunes bacheliers qui se dirigent vers l'agriculture. Mais Monsieur Perrin, personne n'interdit aux jeunes bacheliers d'aller vers l'agriculture. Mais ce n'est pas l'agriculture du bricolage avec la houe. Le Congo a une université agricole. Le Congo a une université de développement rural. Donc, vous avez il y avait même des collèges agricoles comme ça. Il y avait des collèges agricoles. Il y a le bac, le lycée agricole. Le Congo a un lycée à Pointe-Noire et un lycée à Brazzaville. Et ces jeunes vont, je ne sais pas, à l'IDR, si ça existe toujours. Donc, ces bacheliers, pourquoi les jeter dans la savane avec des houes alors que c'est des jeunes? Puisqu'ils aiment l'agriculture, c'est bien. Et donc, il faut les former pour qu'ils deviennent des ingénieurs
sur tout ce qui est agroalimentaire, sur tout ce qui est agro-industrie, avec des techniques modernes. Et donc, les banques de développement agricole, vous avez dans beaucoup de pays des banques de développement agricole, vont donc donner à ces jeunes des investissements pour avoir de la mécanisation et faire de la vraie agriculture digne d'un pays qui veut assouvir son autosuffisance alimentaire. Et d'ailleurs, pendant que vous le dites, Didier Monivolo, pardon sans vous couper, mais c'était là aussi le moment, j'allais dire, propice d'encourager ces jeunes, d'investir sur ces jeunes, que d'aller chercher les Rwandais pour venir faire l'agriculture au Congo-Brazzaville. Mais j'allais y en venir, M. Perrin. C'est pour ça qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Puisque vous avez ces jeunes qui montrent vraiment un intérêt pour l'agriculture, au lieu que ce soit une agriculture de bricolage, de subsistance, il faut une agriculture industrielle, une agriculture qui permette au Congo d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Eh bien, il ne faut pas être pressé. L'État donne des bourses à ses étudiants, les forme correctement et leur donne les moyens de travailler. Il y en a qui vont peut-être être des ingénieurs, mais qui vont plutôt accompagner les agriculteurs dans l'amélioration de la qualité de la production. Vous avez par exemple des techniques, au lieu d'avoir sur un hectare de planter 1 tonne d'arachide, je donne un chiffre comme ça, vous avez plutôt 3-4 tonnes. Donc, il ne faut pas être pressé. Au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez des gens bien formés et donc, vous les envoyez là-bas. Et donc, en conclusion, et donc, voilà encore un paradoxe chez Denis Sassou Nguesso, vous avez des jeunes Congolais du nord au sud qui montrent un attrait pour le travail, pour la production. Eh bien, pourquoi il va chercher les Rwandais? Si réellement on doit applaudir cette jeune fille, pourquoi cette fameuse agriculture de ricin en lien avec Eni, pourquoi c'est les Rwandais et non pas les Congolais? Donc, vous avez eu, et lui, il se moquait des Congolais en disant que les Congolais sont paresseux. J'ai lu les interviews de Denis Sassou Nguesso chez François Soudan, où François Soudan critiquait même les jeunes Congolais qui étaient, semble-t-il, paresseux. Hein, vous retrouvez le numéro de Jeune Afrique. Alors, aujourd'hui, il dit qu'il faut applaudir les Congolais. Et donc, je demande à Denis Sassou Nguesso d'arrêter le projet avec le Rwanda. Christelle Denis Sassou Nguesso qui nous disait qu'on va donner le ranch de Mayangi. Eh bien, voilà les jeunes qui sont là. C'est eux qu'il faut envoyer dans le ranch de Mayangi. Et dans tous les départements du Congo, on peut comme ça faire une étude prospective pour identifier quels sont ces jeunes qui font l'agriculture et c'est eux qu'il faut soutenir et non pas nous ramener les Rwandais pour voler le travail des Congolais. Ça, c'est pas possible pour ne rester que sur ce voilà, volet-là. alors le temps est presque à la fin. Nous allons aborder probablement le dernier volet. Le reste, on y reviendra. C'est la présence de Pascal Tsatsima Biala aux côtés de Denis Sassou Nguesso dans sa délégation dans la Bwenza. Je crois que c'était à Madingu, c'est ça. On a vu Pascal Tsatsima Biala, que je vous propose d'ailleurs d'écouter avant de vous faire réagir. Suivez. J'ai traduit la pensée des paysans, ils sont bien contents que le président ait choisi l'Udima. Non, et plutôt redonner à l'Udima sa vocation qu'il a dans le temps. Donc il faut booster la production agricole, il faut la déculper pour que nous ayons du manioc, du maïs, toutes les spéculations agricoles, et pour qu'on arrive finalement un peu à ce que nous sommes en train de dire depuis longtemps, la diversification de l'économie. Voilà, Pascal Tsatsima Biala aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Je rappelle que Pascal Tsatsima Biala est le premier secrétaire, c'est ça, de l'UPADES, un parti supposé être à l'opposition, et Pascal Tsatsima Biala est le chef de file de l'opposition qui se retrouve dans la délégation de Denis Sassou Nguesso. La première lecture, que vous inspire cette présence? Alors, j'étais assez étonné. Et d'ailleurs, j'ai demandé aux camarades de l'UPADES si le premier secrétaire de l'UPADES, Pascal Tsatsima Biala, n'avait pas un frère jumeau. Parce que j'avais du mal à croire. J'ai dit, bon, peut-être que c'est son frère jumeau et les deux portent les mêmes noms et prénoms. Mais au final, on me dit, oui, oui, c'est bien lui qui a accompagné le président. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit assez bien. Hein, et on le voit. Vous savez, il faut savoir décrypter l'image. On le voit en extase. Là, il est vraiment en extase. On sent qu'il est dans son élément. Il habite l'élément. Et on n'a jamais vu Pascal Tsatsima Biala dans un tel moment d'euphorie et d'extase lorsqu'il s'agit de l'UPADS, par exemple. Lorsqu'il s'agit
de jouer le rôle de chef de l'opposition, critiquer le pouvoir. On a abordé beaucoup de sujets, M. Perrin. Aucun de ces sujets, Fatima Biala s'en est saisi. L'UPADES s'en est saisi. Mais moi, la première leçon que j'en ai tirée, j'ai dit, mais ce monsieur doit repartir au PCT. Parce qu'il n'est jamais aussi à l'aise que lorsqu'il est avec ses anciens camarades du PCT. Donc, c'est un personnage hybride qui a pris la tête de l'UPADES. Moi, je n'ai pas peur oui, de mais on dire pourrait que... parler, entre guillemets, d'un agent du PCT à l'UPADES. Et ça, regardez à chaque fois que Pascal Satima Biala, je vous dis, Monsieur Perrin, allez sur Internet, récupérez toutes les images. Mais sincèrement, je suis sincère là-dessus. Récupérez toutes les images, mettez d'un côté les images de Satima Biala avec les membres du PCT, avec Sassou, et récupérez, ou juste quand il parle de Sassou Nguesso, et récupérez les images de Satima Biala quand il parle de Pascal Lissouba. Vous verrez que il est très dur avec Pascal Lissouba. Il a souvent parlé de Pascal Lissouba dans des termes très négatifs et il a souvent été très encensé pour Sassou Nguesso en parlant de Sassou Nguesso dans des termes très élogieux. Et quand il est en face, je vous rappelle que depuis qu'il est premier secrétaire de l'UPADES, jusqu'à la mort du père fondateur de l'UPADES, Pascal Lissouba, à Perpignan, et Pascal Satima Biala n'a jamais mis les pieds à Perpignan. Jamais. Sinon, qu'il vous dise quand. Jamais, jamais. Même quand il rentrait au Congo en disant qu'il a vu Lissouba, il était menteur. Il ment. Il est menteur. Mais il peut aller accompagner Sassou Nguesso à l'Udima, venir parler de lui en ces termes-là, mais c'est déjà lui qui disait que Denis Sassou Nguesso a réussi le maillage territorial du Congo. Au nord, quand vous quittez l'ouest de la Sangha jusqu'à l'est l'ouest de la Sangha jusqu'à Wisso, vous faites quoi? Moins de 200 km, vous le faites en plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines. Allez demander à nos parents qui sont là-bas. Et il dit, Sassou a goudronné tout le Congo. Vous voyez? Donc, les propos qu'il tient, mais là aussi pareil. Est-ce que Pascal Satima Biala, le matin au petit déjeuner, il mange le maïs made in Ludima? Dans quel supermarché on achète les produits de l'Udima dont Satima Biala fait la campagne aujourd'hui? Dans quelle maison au Congo à midi Pascal Satima Biala est allé battre campagne pour Denis Sassou Nguesso. C'est ce que ça veut dire, concrètement. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est ce qu'il s'est passé. Quand il vient comme ça encenser les projets agricoles de Sassou, mais quel projet agricole? Sassima Biala a vu où ce projet agricole? Faites l'enquête à l'Udima même. Dans quelle maison, petit déjeuner, goûter, dîner, les gens mangent les produits de l'Udima? Dans quelle maison du Congo, M. Perrin, dans quelle maison du Congo on se nourrit de l'agriculture? Projet de Denis Sassou Nguesso, zéro. Les Congolais sont nourris par l'agriculture des paysans congolais qui n'obtiennent aucun financement public, aucun soutien public. Les maniocs que vous avez dans les marchés au Congo-Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce sont les propres paysans avec leurs propres moyens qui font leur commerce. Mais ils ne reçoivent pas du soutien de l'État congolais. La seule agriculture visible sur les marchés et que nous mangeons tous les jours, c'est l'agriculture des femmes et d'hommes qui sont dans la paysannerie. Mais l'agriculture de Sassou, vous avez vu ça dans quel marché? Sassou, pendant sa dernière campagne, il nous a dit quoi? Ah, Kwanga, ah, Safo. Il n'a qu'un projet agriculture néné, agriculture grave. Mais 5 ans après, mais Satima Biala devrait normalement demander des comptes à Denis Sassou Nguesso. Non, c'est lui qui se fait porte-parole de la réalisation de la politique agricole de Sassou. Mon Dieu! En fait, le message derrière, c'est de demander à ces paysans de voter pour Sassou. C'est ce que ça veut dire. Bien sûr. Donc, en 2026, l'UPADES n'a pas de candidat. Le candidat de l'UPADES, c'est Denis Sassou Nguesso. Sassou Biala vient de vous le dire. Alors, lorsqu'il est dans la délégation de Denis Sassou Nguesso, c'est sûr et certain que c'est Sassou Nguesso qui a demandé, donc voilà, qui a manifesté l'intérêt de le voir dans sa délégation parce qu'il ne pouvait pas d'abord s'infiltrer dans cette délégation lui-même. Donc, c'est Sassou Nguesso qui l'invite. Après, on se pose la question de savoir si ce même Sassou Nguesso n'est pas au courant ou n'est pas informé que
Pascal Sassima Biala est dans une situation d'illégalité et d'inéligibilité. Il a même fait usage de faux en créant des statuts parallèles. C'est ce que nous apprenions d'ailleurs sur ce même plateau avec certains membres de l'UPADES. Il a créé des statuts parallèles à ceux, bien sûr, de l'UPADES originel. Comme quoi, le ministre de l'Intérieur est au courant de tout cela. Et voilà Sassima Biala, dont l'illégalité se retrouve dans la délégation d'un chef d'État. En fait, le message, c'était quoi? Peut-être pour dire, bah, écoutez, moi, je suis avec le chef de l'État, donc voilà, je suis l'homme qu'il faut, légitime pour continuer à, voilà, à conduire l'UPADES. Mais après, on se posera désormais la question de quel côté se trouve finalement l'UPADES. Alors, vous avez posé plusieurs questions au sujet de ce leader politique qu'on pourrait qualifier de chauve-souris. Hein, parce que vous savez, la problématique de chauve-souris, c'est qu'on ne sait pas si c'est un animal ou si c'est un oiseau. Si c'est un animal, c'est possible parce qu'il a des poils. Donc les animaux peuvent l'accepter. Mais les animaux vont dire, mais tiens, mais il vole comme un oiseau, donc il est un peu bizarre. Et les oiseaux diront, oui, il vole comme nous. Bon, il a une partie des attributs qui feraient de lui un oiseau, mais il a des poils, donc il doit être un mammifère. Bon, donc c'est des personnalités hybrides. Et Jésus lui-même, dans les Écritures saintes, a dit, soyez froid ou chaud, car je vomirai les tièdes. C'est-à-dire que les personnalités intermédiaires, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, l'UPADS et son chef se retrouvent dans cette situation où l'UPADS navigue sans cesse entre un peu d'opposition, mais beaucoup de partis au pouvoir. Satima Biala va faire 10% d'opposition, donc il fait semblant, mais il va avoir 90% de comportement de quelqu'un qui est avec le pouvoir. Et c'est ce qui fait que c'est très compliqué. Quelqu'un qui est carrément du pouvoir, peut-être pas avec le pouvoir, il est du pouvoir, c'est un ministre. Mais bien sûr, mais regardez l'affaire de terre vendue aux Rwandais. Alors que tous les Congolais sont contre, dans n'importe quel pays, dès lors que la population est contre, les partis d'opposition sont avec la population. Or, là, on voit Satima Biala qui tense, qui critique et qui est sévère vis-à-vis des Congolais, les qualifiant même des xénophobes. Oui. Et on apprend quoi? Colline Makosso qui dit, ouf, heureusement au moins l'honorable Satima Biala m'accompagne sur le terrain pour convaincre les gens. Mon Dieu! Il est adversaire de Colline Makosso ou il est pote de Colline Makosso pour l'accompagner sur le terrain. Vous voyez? Donc, au final, qu'est-ce qui se passe, M. Perrin? On revient à cette analyse de la sociologie politique congolaise qui fait du Congo un territoire gouverné par des gangs et non pas gouverné par la loi. Lorsque vous êtes une société gouvernée par la loi, même si vous êtes dictateur, ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous savez, le gangstérisme de Sassou à la tête de l'État, sur le plan microscopique et partisan, vous avez le gangstérisme de Pascal Sassima Biala à la tête de l'UPADS. Et d'ailleurs, j'étais très critique vis-à-vis de Sassima Biala. Quand il arrivait à Diata, vous savez ce qu'on faisait? On lui déballait le tapis rouge. Mais dans quel parti politique, le premier secrétaire qui vient au siège de son parti, on doit déballer le tapis rouge et lui faire une aide d'honneur tous les matins. Donc, il a créé la République de Diata. C'est-à-dire que Sassima Biala se comporte à la tête de l'UPADS, qui est sa république, avec comme présidence Diata, le siège de Diata, exactement comme Denis Sassou Nguesso se comporte avec les finances publiques. Ce qui fait que très tôt, 2015, j'alerte les camarades de l'UPADS, attention, Sassima Biala use des mêmes méthodes que le PCT, c'est un vrai produit de l'école supérieure du parti. Donc, l'illégalité dans laquelle se trouve Sassou, le gangstérisme dans lequel se trouve Sassou, ipso facto, vous avez sa reproduction microscopique au sein de l'UPADS avec Sassima Biala. Sassima Biala se moque éperdument des militants du parti, de mettre le parti en danger vis-à-vis de la loi en ne faisant pas le congrès en 2017. Et le parallèle continue avec Sassou. De 1997 à 2020, en 2002, Sassou a régné sur le Congo sans texte fondamental. Mais de 2017 à 2021, Sassima Biala a régné sur l'UPADS sans texte fondamental. Donc, si vous prenez Sassou, vous prenez Sassima Biala, ce sont là deux visages d'une même pièce de monnaie. Comme diraient les Congolari, Nintin quoi. Ils sont pareils.
Ce qui Alors, fait que ça si veut dire Fatima Diarra également, succède à pardon, Sassou, vous n'aurez aucune différence à la tête de l'État et dans le développement du Congo. Le Congo ira de mal en pire. oui, mais Didier Mouni-Volo, ça veut également dire que désormais, on peut considérer que l'UPADES est comptable du chaos dans lequel le PCT a plongé le pays. Mais l'UPADES est comptable du chaos dans lequel le PCT a plongé le pays. En tout cas, l'UPADES de Fatima Diarra, hein, ce n'est pas l'UPADES qui viendra après. Si demain, le responsable de l'UPADES change, les choses changent. Je vous donne un exemple. Qui dirige le Rassemblement national, ancien Front national? C'est Jordan Bardella. Mais pourquoi c'est Marine Le Pen qui est condamnée? C'est parce que les faits reprochés au Rassemblement national, ce sont des faits qui ont eu lieu alors que Marine Le Pen dirige le parti. Donc, c'est sa responsabilité à elle et non pas de Jordan Bardella. Si demain, on retrouve encore des infractions pénales et que c'est Jordan Bardella qui était à la tête du parti, eh oui. Donc, Fatima Diarra engage la responsabilité du parti puisque avec Marine Le Pen, le Rassemblement national écope quand même d'une amende d'1 million d'euros. Hein. Donc, le parti aussi est condamné. Donc, Pascal Fatima Diarra et l'UPADES, oui, sont aussi comptables de cela. Mais pire, n'ayant plus de textes officiels, juridiques, administratifs, pour continuer d'exister en tant qu'organisation, soit-elle politique ou associative, au Congo, eh bien, demain, arrive un procureur, des juges qui diront de telle époque à telle époque, vous n'avez pas eu de textes juridiques ou administratifs fondant votre existence sur le territoire national et justifiant le fait que vous utilisez l'argent public, eh bien, vous êtes poursuivi pour, on appelle ça détournement de fonds publics. Puisque aucun texte ne justifie le fait qu'on puisse valider l'existence des députés sénateurs UPADES, le fait que le chef de l'UPADES soit chef de l'opposition. Et d'ailleurs, depuis la dernière législature, on n'a jamais repris un autre décret de nomination du chef de l'opposition. Souvenez-vous que Fatima Diarra s'était caché derrière le fait qu'un décret me nomme, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Mais depuis la dernière législature, le chef de gang, Denis Sassou Nguesso, n'a jamais pris un décret pour nommer le nouveau chef de l'opposition, quitte à reconduire Fatima Diarra dans ses fonctions. Donc, juridiquement, administrativement, ce texte n'existe pas. Alors, au nom de quoi il peut se prévaloir le chef de l'opposition? Au nom de quel texte? Et là, silence radio du côté de Fatima Diarra, silence radio du côté de l'UPADES. Mais appelez les juristes. Appelez les juristes en droit constitutionnel. Et moi, j'alerte. D'ailleurs, on peut faire par ricochet tout le système politique congolais, c'est-à-dire tous les partis politiques congolais. Sassou, chef de gang, a eu le génie de neutraliser, de phagocyter tous les partis politiques. Rares sont les partis politiques congolais, du pouvoir comme de l'opposition, qui peuvent se prévaloir de ne jamais eu à traficoter avec le pouvoir au point où aujourd'hui, ça a totalement annihilé leur capacité de réaction. Regardez un grand parti qu'on a eu, le RDPS. C'est quoi le RDPS aujourd'hui? Vous avez vu un meeting du RDPS à Brazzaville? Le RDPS, RDD, voilà, tous ces partis. Vous avez vu un meeting les enfants ont été récupérés pour, voilà, continuer. Mais c'est ça qui est triste. Les leaders politiques doivent arriver à la tête de leur parti par le fait de leur pensée politique, de leur projet politique, et non pas parce qu'il y a un héritage biologique avec le père fondateur. On s'en moque des enfants des pères fondateurs. Il faut détruire dans la pensée collective au Congo l'idée que c'est le fils du père fondateur qui doit succéder au pouvoir ou qui doit succéder à la tête du parti. C'est faux. Si vous faites ça, vous détruisez le pays. On n'a pas besoin d'un Lissouba à la tête de l'UPADES. Sauf s'il nous montre ses compétences. Eh bien, débat, face à face. Tout le monde, tous les responsables. Et on n'a pas besoin d'un Kolela à la tête de Yuki ou du MCDDI. Il faut un débat des militants. Et qu'ils viennent démontrer que ce fils de Kolela, cette fille de Kolela, ce fils de Tister, ce fils de Lissouba, ce fils de Sassou ou de Mariam Gwabi mérite mieux qu'un militant qui fait ses preuves. Voilà le Congo que j'ai envie de construire avec tout le monde. Pas le Congo des héritiers. Le seul héritage, ce sont les compétences intellectuelles, les compétences professionnelles et les compétences en termes de gestion d'entreprise. Vous avez des gens qui n'ont pas fait des grandes études,
mais qui ont une fibre, un centre des affaires, eh ben, il faut compter sur eux. Voilà, il Ces faut jeunes donc... filles dont on a parlé, qui ont des bacs et qui veulent être dans l'agriculture, eh ben, il faut les prendre. On va nous prendre des Rwandais. Vous prenez les marchés de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Ouesso. À Ouesso, vous avez des jeunes qui se débrouillent dans les business. Eh bien, ces jeunes-là, il faut leur apporter de la compétence dans la gestion des petites et moyennes entreprises et des financements publics de soutien à la création de leur entreprise, des vraies entreprises. Et l'État met en place des banques et des techniciens pour les accompagner. Mais on nous fabrique une république des héritiers. Et quand vous voyez, hein, je vous assure, M. Perrin, je lance un défi de débattre avec ces héritiers-là, avec moi. Très sincèrement, on en a marre. Les populations souffrent et les enfants de ces héritiers nous font croire qu'ils méritent mieux que les autres Congolais. Organisez un débat avec tous ces enfants et nous viendrons. Voilà, les Congolais aspirent plutôt à un Congo du mérite où, voilà, les Congolais ne seront pas sélectionnés par rapport à leurs affinités ethniques ou parentales, mais plutôt par rapport à leur mérite, la méritocratie, bien entendu. C'est le travail que fait le CRC. Le CRC, son travail, c'est la méritocratie. Et c'est ce que condamnait déjà, comment on appelle, dans les années 70 avec l'Obumutri, hein, Diawara. C'était le conflit entre le groupe de Diawara et le groupe de Sassou, c'était ça. Là où les autres, c'était la famille, Diawara demandait que les cadres de l'État, il faut que ce soit sur le mérite. Et le Congrès pour la renaissance du Congo, comme dit le Christ, naître de nouveau, eh ben, cette renaissance se fera avec des cadres compétents. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Voilà, celui qui ne sait pas, chacun aura sa part en fonction de ses compétences. Et la révolution du fleuve, c'est dans ce sens-là que nous l'amenons. Merci. Ce qui fait que finalement, Denis Sassou Nguesso, qui n'aime pas le mérite, ben voilà, se résout à éliminer tous les intellectuels congolais. En tout cas, quelqu'un me disait, il n'aime pas l'élite, il n'aime pas les intellectuels, il n'aime pas... Mais il a failli fermer l'école des cadets. Les gens ne le savent pas. Sassou a voulu fermer, n'eût été la réaction de Yombi. C'est Yombi qui lui dit il faut qu'on soit dans la folie. Il a voulu fermer l'école des cadets. Oba Apounou, pendant les événements de 11-11, moi je suis au collège, Oba Apounou propose à Sassou qu'on mette fin à l'université. Il disait à quoi nous sert l'université. Mais c'est normal, Oba Apounou n'a pas été universitaire. C'est normal qu'il puisse jalouser l'université. Curieux. Oba Apounou, ministre de la Jeunesse et du Sport, il y a eu les événements de 11-11, j'étais en 4e et en 3e, il y a eu 2 années comme ça, les événements de 11-11, Oba Apounou, et on était à 2 doigts, Sassou mettait fin à l'université Marien Ngouabi. Et déjà, il voulait mettre fin à l'école des cadets. Tellement qu'il était jaloux des militaires qui sortaient de l'école des cadets. Le narcissique... probablement qu'il est jaloux de tous les jeunes intellectuels, les jeunes... Mais le narcissique, il est aussi jaloux. Monsieur Perrin, je veux vous dire une chose. L'Afrique noire est la seule partie au monde qui enferme tous ses meilleurs cadres à l'étranger. C'est l'Afrique noire. Même les Chinois sont choqués. J'ai étudié à Fudan. Les Chinois sont choqués aujourd'hui. Regardez dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Europe, partout, les Noirs sont les seuls. Il a un doctorat en médecine obtenu en France ou au Canada et il est marmiton. Il est aide-cuisinier. C'est le seul. Il n'y a pas un autre pays. Un Sud-Africain ingénieur n'est pas ouvrier en Europe. Ça n'existe pas. Avec quoi vous voulez construire le pays? Avec quoi? Nous sommes les seuls, je ne citerai pas les noms, nous sommes les seuls à avoir nos médecins. Quand ils peuvent mieux trouver, ils trouvent un boulot d'infirmier ou d'infirmière dans les hôpitaux en Europe. Alors qu'il est médecin, il peut mieux être en Afrique. Nous sommes les seuls, nous les Noirs, l'Afrique noire, à avoir ces architectes, ces ingénieurs, ces grands professeurs d'université qui sont en exil alors qu'on en a besoin pour le développement du Congo. Vous savez ce que Lissouba a fait quand il a perdu le pouvoir? Quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il veut par rapport au Congo, il a demandé à Sassou de faire rentrer au Congo tous les cadres qui ont fui. Lissouba dit, moi, que je ne rentre pas, c'est pas grave. Que je ne revienne pas au pouvoir, ce n'est pas grave. Mais Lissouba a dit, Pascal Lissouba, paix à son âme, a dit à Denis Sassou Nguesso, il faut tout faire pour que tous les cadres qui ont fui, civils comme militaires, repartent au Congo, sinon le pays est en danger.
Vous ne pourrez pas diriger le Congo qu'avec votre famille et vos amis qui sont incompétents. Mais la preuve est là. La preuve est là. Donc, il faut être sévère lorsque vous voulez que les choses avancent. La science, ce n'est pas avec du bricolage. On n'est pas allé sur la Lune avec du bricolage. On ne fabrique pas les voitures avec du bricolage. Les costumes que les Sassou portent, mais ceux qui le font, ils le font avec du sérieux. Et pourquoi vous croyez qu'on peut faire du bricolage et réussir quand même? Et se rendre compte au lieu de 3 ans, 11 ans après, qu'un hôpital est dans la brousse. Mais on est dans quoi? On est donc quoi? En tout cas, merci Didier Moueni-Volo d'avoir participé à ce décryptage. C'est la fin de l'heure, malheureusement. Nous reviendrons prochainement pour évidemment les volets que nous n'avons pas pu développer aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Ça a été un grand plaisir de vous avoir eu encore sur notre plateau. Plaisir partagé et puis plaisir partagé avec vos téléspectateurs et j'espère que ils tireront les leçons, ça va nourrir leurs réflexions et que le combat pour libérer notre pays pourra gagner, en tout cas d'ici peu. Merci, mesdames, messieurs, Merci à de la vous en tout fin cas. de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'oubliez surtout jamais, jamais de cliquer sur le petit pouce en l'air, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Didier Moueni-Ivolo. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.